Bonjour Patrick. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric. Salut Antoine. Nous sommes avec JB, qui est là-bas, qui est caché. Salut. Et Étienne. Donc est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte c'est qu'on est dans le Tour, et puis pourquoi la présence de Patrick ici par exemple. Alors on a terminé, ça y est, le Tour de France de 4694 km. On a fait une vingtaine d'assemblées constituantes, une vingtaine de ciné-débats. On a rencontré pas mal d'acteurs de l'économie, en particulier des acteurs à la production durable. On a organisé pas mal d'assemblées constituantes où on a synthétisé un petit peu la vision que voyaient les citoyens d'un éco-village pour le XXIe siècle. Et puis on a rassemblé tout ça lors de 3 jours qu'on a passé à Carmagnoles sur le thème de vivre à la bonne heure. Patrick, bien sûr, était invité, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. il était en Amérique du Sud pour un dialogue à l'humanité. Et on a pensé le rencontrer pour justement discuter avec lui du deuxième point de terrain qui est bien vivre et vivre ensemble. Et en particulier, donc, discuter ensemble, fraternellement, de ce qu'on pourrait imaginer être le Buen Vivir dans un éco-village pour le XXIe siècle. Et peut-être déjà dans un premier temps, Patrick, si tu peux nous rappeler un petit peu cette notion de Buen Vivir. D'ailleurs, tu as écrit récemment un livre sur le sujet. Tu peux nous rappeler d'ailleurs le titre. Le petit livre que tu as fait là dernièrement, qui est super. Ça s'appelle Vivre à la bonne heure. Voilà, Vivre à la bonne heure. Voilà. En jouant volontairement sur la sonorité du mot bonheur, et pour dire justement le bonheur, ça n'est pas un coup de chance ou un capital qu'on cherche à conquérir et qu'on a ensuite peur de perdre, c'est une qualité de présence et d'intensité à la vie. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on est autant à la mauvaise heure si on s'interdit le chagrin à l'occasion de la perte d'un être cher que si on s'interdit la joie ou le plaisir alors qu'on a la possibilité de l'éprouver. Alors comment tu définirais le Buen Vivir ? Alors d'abord, c'est important de rappeler que le thème du Buen Vivir, il est né dans les débats des forums sociaux mondiaux des peuples indigènes. Et c'est notamment lors du Forum social mondial de Belém, en Amazonie brésilienne, que ce thème est apparu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les peuples indigènes, ils n'ont pas les moyens d'un rapport de force. Ils ne peuvent pas mener des luttes anticolonialistes comme l'ont fait des peuples qui avaient les moyens de faire reculer des empires. Donc la seule façon de faire reconnaître leurs droits fondamentaux, c'est de s'adresser à la part d'humanité, y compris de leurs adversaires. Et donc d'aller travailler sur qu'est-ce qui fait fondamentalement que la vie vaut la peine d'être vécue. Et ça permet à la fois de dire, oui, le Buen Vivir, c'est déjà d'être dans la vie et pas simplement dans la survie, donc tout ce qui est en deçà de la survie parce qu'on n'a pas accès à des biens fondamentaux ou parce qu'on est menacé dans sa sûreté personnelle ou parce qu'on est dans des conditions de servage ou de quasi-servage. Évidemment, ça n'est pas vivre pleinement une vie d'être humain, mais le Buen Vivir, c'est pas simplement de s'assigner comme objectif la survie, c'est de dire il y a des potentialités créatrices extraordinaires, ce que Amartya Sen appelle les capabilities, qui font que chaque être humain est un miracle et chaque être humain est porteur de potentialités créatrices exceptionnelles. Et l'objectif, pour reprendre la fameuse phrase de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, c'est d'arrêter ce gaspillage immense de ce qu'il appelait ces Mozart qu'on assassine, quoi. Et c'est de penser les conditions sociétales qui font que les êtres humains vont aller plutôt du côté de la logique de la pleine vie que de la logique de la simple survie. Et alors justement, tout à l'heure, tu disais que les peuples premiers n'avaient pas les moyens de rentrer en conflit
contre leurs adversaires, et tu as utilisé le terme d'adversaire plutôt que ennemi. Tu peux nous faire la distinction entre les deux? Je pense que c'est important de nos jours de faire la distinction. Oui, parce que la logique de l'ennemi, c'est une logique d'éradication. Alors, l'éradication physique, qui s'exprime par la violence, qui est de mettre fin à la vie de l'ennemi, mais ça peut être aussi une éradication symbolique, alors que l'adversaire, c'est une situation dans laquelle j'accepte qu'il y a un espace commun. Je peux être en conflit très fort, mais ce conflit n'est pas dirigé sur l'éradication. Et ce conflit, il me permet aussi de mettre à distance les rôles sociaux que je critique, par exemple, parce que je les considère insoutenables, inacceptables, dangereux, et puis les personnes elles-mêmes. Toujours la possibilité ouverte qu'une personne ne soit pas identifiée à un rôle social. Et on peut presque définir la démocratie comme l'art de transformer des ennemis en adversaires. C'est l'art de construire, y compris, des conflictualités qui sont des conflictualités non violentes. C'est aussi ce que Marcel Mauss évoque par une phrase fameuse qui a été reprise dans le manifeste convivialiste, qui est comment organiser un vivre ensemble tel que même sur les situations de conflit très forts, les humains puissent s'opposer sans se massacrer. Et alors justement, Et par rapport à ce que tu es en train de dire, est-ce que on pourrait aussi remarquer que quand on observe quelque chose qui nous dérange chez l'autre, c'est qu'on a intérieurement ce problème en nous qu'on a encore du mal à accepter. Et je pense aussi à Comprendre, c'est pardonner de Madame de Staël. Est-ce que tu pourrais du coup... Cette histoire d'adversaire, finalement, c'est ne pas reconnaître ça, quoi. Le fait que ne pas reconnaître en l'autre cette part d'humanité ou la part que moi aussi, des dons que j'ai. C'est les deux. C'est les deux, parce qu'à ce moment-là, je peux me reconnaître moi-même comme étant partie du problème. Je ne suis pas dans la logique binaire de l'axe du mal qui fait que j'ai en face de moi des barbares, des étrangers, des infidèles. Je sais que je peux être porteur d'une part de barbarie, d'une part d'inhumanité, et ça change tout, y compris sur le plan politique, parce que le politique s'est constitué dans l'histoire en civilisant et en pacifiant des communautés politiques, des tribus, des cités, des États, des empires, mais toujours avec le fait qu'il y avait des ennemis à l'extérieur. Donc on pacifiait, on civilisait un espace intérieur et on tournait l'agressivité contre le barbare, l'étranger, l'infidèle, etc. Quand on pense la question mondiale, quand on pense le devenir du peuple de la Terre, la question l'humanité est-elle menacée? La réponse est oui, mais elle n'est pas menacée par des barbares extraterrestres. Elle est menacée par sa propre menace interne, par sa propre inhumanité. Et c'est vrai à l'échelle de la famille humaine, mais c'est vrai à l'échelle de chacune de nos vies personnelles. Et tout un travail de sagesse, mais pas d'une sagesse ascétique, d'une sagesse érotique, d'une sagesse tournée vers la dégustation pleine de la vie, c'est d'être capable justement de faire ce chemin qui mène plutôt du côté de la joie que du côté de ce que Spinoza appelle les passions tristes, et de nouer avec autrui des rapports de coopération pour s'entraider à vivre mieux l'intensité de la vie, donc à aller ensemble vers le buen vivir. Et alors justement, qu'est-ce que nous apprend ce buen vivir sur la vie dans un éco-village ou la vie dans un groupe qui habiterait ensemble? Selon toi, qu'est-ce qui est important de prendre en compte dans cette organisation sociale assez novatrice? C'est d'abord qu'on est avec des êtres humains. Ça peut paraître une lapalissade, mais quand on regarde comment ont échoué beaucoup d'utopies, c'est qu'elles ne prenaient pas en compte le fait humain dans sa totalité et dans sa complexité. Par exemple, elles faisaient comme si les êtres humains étaient simplement des êtres de besoin, alors que nous sommes des êtres de désir. Elles ne prenaient pas en compte le fait que nous sommes des êtres qui sachons que nous allons mourir, donc les questions du sens, elles sont incontournables. Nous sommes des êtres confrontés, comme le dit Camus dans La Peste,
au fait que l'amour est la question la plus passionnante, mais aussi la plus difficile. Hein, dans La Peste, il dit « ces humains aux prises avec leur pauvre et terrible amour ». Bon. Et donc, si on construit des perspectives qui ne prennent pas en compte pleinement à la fois la densité, la complexité du fait humain, qui vont du coup préprogrammer, trop rigidifier, à ce moment-là, on a des utopies qui finissent par tourner à la secte. Et à ce moment-là, au lieu que ça soit source de bien vivre, bah, ça devient au contraire source de sectes qui génèrent du mal-être. Le fait, par exemple, sur Terra, de vouloir donner à tous les citoyens la possibilité d'assurer leurs besoins fondamentaux par une activité collective, le fait comme ça de leur donner cette sécurité, est-ce que ça concourt selon toi à développer des liens propices au bon vivre? Oui, bien sûr, parce que on ne peut aller vers le buen vivir que si on n'est pas mis en situation permanente de danger en termes de logique de survie. Donc de ce point de vue-là, des éléments de base qui assurent la sécurité sont importants. Mais pour autant, la sécurité, ça peut aussi générer de la banalisation, de l'ennui, etc. Donc dans le même temps où on crée des conditions minimales pour assurer une sécurité, il faut aussi créer des espaces, des activités, des opportunités telles que la possibilité de se développer sur l'autre axe qui est le désir d'intensité soit possible. Parce que chez les êtres humains, du fait même de l'ambivalence de notre espèce, il y a ces deux éléments. Il y a une demande de sécurité, mais il y a aussi un désir d'intensité. Si je ne vais que dans la demande de sécurité, je finis par créer de l'ennui, et l'ennui est la première étape de la dépression. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que dans les phénomènes guerriers, l'ennui jouait un rôle tout à fait fondamental. L'ennui qui venait de sociétés à dominante rurale, où les gens ne connaissaient pas plus de 10 ou 20 personnes au cours de leur vie. Moi, j'étais très frappé dans le film Joyeux Noël, qui raconte cette merveilleuse histoire de la trêve de Noël sur le front 14, mais dans les premières images du film, où on voit deux jeunes qui se rencontrent, deux jeunes frères, et l'un qui dit à l'autre « ça y est, la guerre est déclarée », et la réaction de l'autre, c'est « enfin, il va se passer quelque chose dans nos vies ». Bon. Donc il ne faut jamais sous-estimer que la question de l'ennui est la première marche de la dépression. Donc il faut à la fois construire la réponse à la demande de sécurité, mais il faut laisser les espaces ouverts au désir d'intensité dans tous les domaines où cette intensité peut s'exprimer. Et au niveau de cette construction, je pense à Alan Watts. Alan Watts, donc un des pères de la contre-culture américaine, un livre qui m'avait beaucoup parlé, Éloge de l'insécurité, pour revenir sur cette problématique à vouloir sécuriser les gens, on peut finalement provoquer le contraire et vice-versa. Et puis on avait eu des échanges avec une formule qui nous avait été donnée, la bienheureuse insécurité. Ça fait longtemps donc c'est des choses qu'on entend. Où est-ce que tu te situes dans cette réflexion-là au niveau Justement, nous sommes une espèce qui est par nature métissée, dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan ethnologique, mais aussi sur le plan éthique, sur le plan sexuel. Et l'un des enjeux, c'est comment on fait un bon usage de ce métissage. Donc par exemple, le rapport entre demande de sécurité et désir d'intensité, il faut créer des conditions d'un métissage qui soit créatif. Parce que si je ne vais que dans la sécurité, je tombe sur l'ennui et ça prélude à la dépression. Et inversement, si je ne suis que dans le désir d'intensité, le désir d'intensité peut provoquer de telles situations de fracture, y compris la fracture ultime qui est la mort, qu'elle finit par générer en retour
une demande de sécurité exacerbée. Donc moi je pense qu'un des enjeux de ce métier d'être humain, pour reprendre aussi la belle expression d'Alexandre Jardin, c'est d'épouser pleinement la condition humaine, d'arrêter de vouloir paradoxalement s'en sortir, c'est-à-dire réussir vraiment le fait que être un être humain, c'est accepter un métier, un voyage de vie qui est caractérisé par l'incarnation, le métissage. Nous sommes à la fois dans le yin et dans le yang, dans le féminin et le masculin, dans le ciel et dans la terre, dans la contemplation et l'émerveillement d'une part, mais aussi dans la fécondation, la création d'autre part. Et donc, je crois que réussir ce métissage est un enjeu tout à la fois personnel, mais aussi politique. La gestion des équilibres par de la reliance, beaucoup. Par de la reliance, mais une reliance qui est ouverte, c'est-à-dire une reliance qui, y compris, accueille la diversité, le pluralisme, voire la divergence. C'est pour ça que, y compris, quand on raisonne aussi sur le plan démocratique, c'est très important que des approches telles que des méthodes de construction de désaccords, évidemment la communication non violente, la possibilité d'assumer des conflits, de les reconnaître, de ne pas les fuir, mais dans des conditions telles qu'il puisse y avoir de l'écoute, de la bienveillance, etc. Tout ça, ça fait partie aussi de cette reconnaissance de la diversité. L'une des raisons pour lesquelles des projets utopiques ont échoué, c'est quand ils sont dans une espèce de posture puriste d'éradication. Tout ce qui n'était pas conforme au projet initial est considéré comme déviant. Donc du coup, les fondateurs finissent par devenir une espèce de nouveau clergé garant de la pureté des intentions de la communauté, et à ce moment-là, il y a des risques de dérapage importants. Donc il faut pouvoir, là aussi c'est du métissage, il faut pouvoir avoir à la fois des fondamentaux, des valeurs et des chartes, mais en entendant le mot valeur dans son sens originel de force de vie. Il faut avoir ces éléments qui font qu'il y ait des caps, on n'est pas dans la dispersion, dans n'importe quoi, etc. Mais il faut ensuite avoir des règles du jeu qui sont suffisamment ouvertes pour accueillir l'improbable du flux de la vie et pas vouloir être trop dans des excès de contrôle, de programmation ou de rigidité. Et juste, excusez-moi, si on fait un parallèle avec les découvertes scientifiques, je pense à la physique quantique justement, est-ce qu'on n'a pas des expériences qui sont là pour sortir de cette logique rationnelle avec, je pense à l'expérience des deux fentes et ce comportement de la matière comme une onde en même temps et comme quelque chose de corpusculaire. Qu'est-ce que tu entrevois à travers ces découvertes-là? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme qui est en train de s'opérer et qui va un peu réconcilier l'approche occidentale avec l'approche orientale? Donc les textes un peu qui en parlent dans beaucoup de religions ou dans la spiritualité orientale ancienne, avec ces découvertes sur un plan quantique qui viennent nous faire comprendre qu'il y a tout l'aspect, cette réconciliation avec cette irrationalité qui est en train de se mettre en place. Oui, là aussi c'est un bon exemple de métissage, c'est-à-dire il faut pouvoir, et c'est sûr que des approches telles que celles qui sont issues de la physique quantique sont du coup beaucoup plus ouvertes à des traditions de sagesse ou de spiritualité venues d'Orient. Et donc il faut pouvoir pleinement intégrer ces dimensions-là sans abandonner la part positive qu'il y a dans l'expression de la rationalité, de l'individuation et de la modernité. Il ne faut jamais oublier par exemple que Descartes, dont le point aveugle va être justement dans les rapports à la nature, soyons maîtres et possesseurs de la nature, dont l'autre point aveugle sera de surdéterminer l'individu par rapport à la reliance sociale, mais en même temps, Descartes est un rebelle
qui va permettre de faire sauter le couvercle des sociétés d'ordre. Le vrai cogito cartésien, c'est je doute donc je pense, et je pense donc je suis. Et si je doute, ça veut dire que même si le pape et le roi me disent de penser ça, tant que je ne l'ai pas vérifié dans ma propre conscience, j'ai la possibilité d'être un résistant contre l'ordre établi, aussi puissant que soit l'alliance du trône et de l'autel. Donc il ne faut jamais oublier que dans le mouvement de la modernité, il y a une résistance créatrice à des sociétés d'ordre, et aujourd'hui nous avons les moyens, à la fois grâce aux nouvelles découvertes scientifiques qui sortent d'une approche purement rationaliste et matérialiste comme la physique quantique, mais aussi en le renouant avec un certain nombre de traditions de sagesse et de spiritualité, de rétablir des éléments de métissage positif. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, dans la quête spirituelle, de la même façon qu'il peut y avoir de la captation de richesse économique, de la captation de pouvoir politique, il peut y avoir de la captation de sens, et que quand des acteurs se mettent en position de dire le rapport à l'invisible, il passe par moi, hors de mon église, pas de salut, ça peut donner de l'intégrisme et du fondamentalisme. Donc cette vigilance de la posture d'un être qui met sa liberté de conscience et sa capacité de douter comme étant un point central du ministère d'Humanité et de la reliance sociale, il ne faut pas la perdre en cours de route. Là aussi, il y a du tri sélectif à faire. Hein. Et justement, dans le tour, on a eu beaucoup de remarques concernant la problématique de la spiritualité. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas évacuer le sujet sur terrain. Il y a plusieurs propositions qui nous ont été faites sur le tour. Avoir un lieu central, par exemple, qui serait un lieu qui serait vraiment dédié à toute forme de spiritualité, mais que de la spiritualité. Et puis il y a plutôt une autre tendance qui s'est développée, qui était plutôt celle de dire non, il faut un lieu central pour tout type d'activité collective, y compris celle de la spiritualité. Et on sent que là, il y a des tensions assez fortes entre ces deux mondes. Quel est ton point de vue et comment tu vois les choses? D'abord, c'est de dire que cette tension, elle est dynamique. Hein, c'est-à-dire que poser que cette question-là, qui est la question du sens, elle est fondamentale pour les êtres humains, et que c'est aussi une question à construire dans un espace collectif public, que ce n'est pas simplement des questions pour l'espace privé. Le seul fait d'en débattre, y compris avec des positions divergentes, est en soi déjà un progrès. Ensuite, on est sur un terrain, par exemple, quand on procède à des constructions de désaccords, on repère qu'une des sources majeures de malentendus, qui fait que les désaccords présumés sont en fait des malentendus, ils sont aussi beaucoup liés, du côté de l'intelligence sensible, au ressenti des mots que l'on emploie. Donc dans une construction de désaccord, on va faire un débat mouvant, on va jouer aux quatre coins, on va prendre des mots-clés d'un débat, par exemple le mot spiritualité, et on va demander aux personnes du groupe comment est-ce que vous ressentez ce mot. Si vous sentez bien, vous mettez un coin, si vous sentez mal, vous mettez en face, si vous êtes mitigé, vous allez vous mettre un troisième, si vous êtes émotionnellement neutre, vous allez vous mettre un quatrième. Et dans un premier temps, on va simplement s'écouter sur les raisons du ressenti. Et ce qui va se passer très vite, c'est que les gens vont bouger. Ah, c'est ça que tu mets sous spiritualité. Ah, donc ça n'a rien à voir avec le terme de religion. Ah, il peut donc y avoir par exemple des spiritualités athées ou agnostiques, etc., etc. Ou il peut y avoir inversement ce que Arnaud Desjardins appelle du matérialisme religieux. Donc à ce moment-là, on va avoir aussi une configuration dans laquelle les différences et les divergences, elles vont devenir beaucoup plus fécondes. Et par rapport à ta question, moi j'aurais tendance à dire il faut entrer de la façon la plus respectueuse possible dans une approche comme celle-là, c'est-à-dire par exemple dire si pour un certain nombre de personnes le fait qu'un lieu spirituel et uniquement spirituel au centre du dispositif provoque des réactions de rejet,
Il vaut mieux faire un lieu polyvalent, une des deux hypothèses que tu dis, mais pour autant ne pas empêcher des personnes qui, elles, expriment le besoin d'en avoir un spécifique, qu'elles le fassent, mais comme un laboratoire. Hein. Dans l'éco-village, il y aura des Fab Labs, etc. Il peut y avoir un laboratoire spirituel, et qui n'est pas central, qui fait que ceux et celles qui veulent aller dans cette direction, ils le peuvent, et elles pourront aussi échanger, s'ouvrir aux autres, et puis peut-être que quelques mois, quelques semaines après, des conditions sont réunies pour une autre configuration. Oui, Patrick, il y a aussi une chose auquel on a eu beaucoup de questions et d'interrogations, c'est tout ce qui touche au traitement de ce qu'on peut appeler le mal résiduel. On a beau mettre en place des règles, sécuriser les relations, apporter un soutien aux personnes, et puis pour des raisons qu'on ignore, une personne ou des personnes vont être dans des situations de mal-être et vont rentrer dans des logiques de prédation, de rivalité, de captation de pouvoir. Comment, selon toi, on peut le mieux possible traiter et vivre avec cette problématique de mal résiduel? Alors, d'abord, il faut bien voir que c'est le même élément qui est notre vulnérabilité et la conscience de notre finitude qui va provoquer deux postures de vie radicalement différentes. D'un côté, une posture de peur, on commence par la peur de la mort et on continue par la peur de la vie, et les logiques de peur, parce qu'elles produisent un déficit énergétique, vont provoquer du mal-être, du mal à dire et des postures compensatrices qui font qu'on va rentrer en rivalité avec autrui pour aller lui piquer son énergie, on va rentrer dans un rapport de prédation à l'égard de la nature, on va rentrer dans un rapport guerrier intérieur qui va s'exprimer y compris par la dépression. Ça, c'est la posture du côté de la peur. Mais la reconnaissance de notre finitude et de notre condition d'être vulnérable peut aussi conduire à une toute autre posture, qui est la posture de la joie de vivre. C'est parce que je sais que ma vie d'être humain est une vie finie que je vais la vivre de façon intense et que je vais privilégier ce qui va me paraître le plus essentiel. Aussi bien Sénèque que Confucius ont dit « vis comme en mourant, tu aimerais avoir vécu ». Et la posture de la joie, elle produit au contraire des effets créatifs pour soi-même, mais aussi des effets de reliance et de rayonnement avec autrui. Par exemple, ce qui va caractériser un rapport de buen vivir, c'est que si je suis bien quand je me reconnecte à une situation où j'ai éprouvé un état de bien-être, un état de bonheur, si je me pose la question, est-ce que j'étais en rivalité avec autrui? Non. Quand je suis heureux, j'ai au contraire envie que les autres le soient. Est-ce que j'étais dans un rapport de prédation par rapport à la nature? Non. Si je suis dans un paysage magnifique, je suis dans la contemplation, je ne suis pas en train de me dire, tiens, j'irai bien forer des trous pour trouver du gaz, du pétrole, etc. Et si je dois le faire, c'est pour de strictes raisons de nécessité et en préservant au maximum la beauté de ce paysage. Si je me pose la question du rapport à moi-même, bah, évidemment, si je suis bien, ça veut dire que je suis dans la sérénité, je ne suis pas dans la guerre intérieure. Et la quatrième grande relation, qui est le rapport au temps, je peux dire à ce moment-là que je suis dans l'axe même de la présence à la vie, je suis à la bonne heure. Inversement, quand je me reconnecte à des états de mal-être, je vais avoir une compensation énergétique qui vont se traduire par le fait que autrui, je vais le considérer comme un rival, je peux être dans un rapport prédateur à la nature, je vais être en guerre intérieure, le stress, le mal-être, le burn-out, etc., voire la forme ultime qui est la pulsion suicidaire, et puis je ne serai pas à la bonne heure, je serai en permanence déporté, soit du côté du passé dans la nostalgie, le regret ou le remords, soit au contraire déporté du côté de l'avenir, mais sans être capable d'être intensément dans la présence. Donc quand on a repéré cet élément-là, il faut partir de la vulnérabilité
l'humanité et de la finitude, arrêter de fuir la mort, arrêter de fuir la condition humaine, mais se fonder au contraire sur cette finitude pour repérer cette énergie de la joie de vivre et comprendre à ce moment-là que partager ce voyage en humanité avec d'autres êtres humains, qui à ce moment-là, loin d'être des rivaux, deviennent des compagnons de route en humanité, c'est une aventure magnifique. Et dans cette relation, du coup, comment tu vois l'éducation? Les amis, il y a plus de batterie, ça enregistre. Ah, merde. Il y a l'audio quand même qui tourne, donc on pourra faire un montage avec D'accord. photo peut-être. L'éducation, il faut là aussi l'entendre dans son sens fort. Ex-ducere, c'est conduire au dehors, c'est-à-dire permettre à un être humain de se mettre debout, c'est-à-dire de devenir pleinement humain, d'accomplir ses potentialités créatrices. De ce point de vue, on pourrait presque dire que l'éducation, c'est le contraire de la formation qui a tendance à mettre en forme, mettre en boîte, les petites boîtes dont parlait Remmelreich dans sa chanson. Donc, éduquer, c'est effectivement construire des espaces qui vont permettre à des êtres humains de devenir chefs de projet de leur propre vie. Au passage, d'ailleurs, c'est une façon de traiter différemment la question du chômage, c'est-à-dire tout être humain est fondamentalement porteur de métier, au sens premier du mot métier, qui veut dire ministère mystérieux. Donc c'est pas un job, c'est être chef de projet de sa propre vie, ce qui justifie au passage que, par exemple, on ait des rémunérations telles qu'un revenu de base, qui ne sont pas des revenus d'assistance, qui ne sont pas des éléments qui vous tombent du ciel, mais qui correspondent au fait que tout être humain qui prend en charge pleinement sa propre vie est un contributeur, parce que c'est l'intérêt de la société que ce métier de chef de projet de sa propre vie soit exercé dans de bonnes conditions, et grâce à l'éducation que des personnes découvrent le sens de leur vie, répondent à la question non pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui est la question pauvre de l'état civil, mais que faisons-nous de notre vie, qui est la question du métier, la question de l'œuvre, au sens fort du terme. C'est l'intérêt de la société, parce qu'une personne qui n'arrive pas à prendre en charge sa propre vie, non seulement elle se détruit elle-même, mais les dégâts collatéraux qu'elle va faire autour d'elle vont coûter très cher à la société. Et là, le mot coût, on peut l'écrire tout autant COUPS, coût de maltraitance, que COUTS. Encore une fois, elle apporte des externalités négatives et puis on n'a pas les siennes d'externalités positives. On se coupe de sa richesse potentielle aussi. Tout à fait. Simplement, il faut aller plus loin que l'approche en termes d'externalités négatives ou positives. Disons que la partie des économistes qui acceptent de raisonner en termes d'externalité, c'est un progrès par rapport à ceux qui ne voient que les systèmes de valeur à travers les flux monétaires. Mais le terme même d'externalité fait que on continue à considérer que ce sont des éléments périphériques. Non, on est au centre même. Hein. Si on prend la valeur dans son sens fort, qui est la valeur, c'est la force de vie, et inversement, la perte, la destruction de valeur, c'est quand il y a des forces de vie naturelles ou humaines ou leurs combinaisons sur les territoires qui sont détruites. Ben ça, c'est pas des externalités, c'est au cœur même du processus qu'il faut revisiter la question du discernement. C'est d'ailleurs le même sens originel des bénéfices et des pertes. Bénéfice, ça ne veut pas dire solde monétaire positif, ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits, qui contribue effectivement à de la valeur ajoutée comme supplément de force de vie.